octobre 1981. La place rouge, Moscou. L'Union soviétique à l'apogée de son pouvoir. 64 ans après la grande révolution socialiste d'octobre, Moscou est devenu le cœur du communisme mondial et la deuxième superpuissance après les États-Unis. « 1991, les chars roulent à nouveau dans les rues de Moscou. Cette fois, ils se dirigent sur le Parlement. La faction réactionnaire du parti veut mettre un terme à la politique de réforme de Gorbatchev, mais les moscovites tiennent bon. Boris Yeltsin, premier président de la Fédération de Russie élu lors d'élections libres, debout sur un char, exhorte le peuple à résister aux blindés des putschistes. Le coup d'État échoue, et avec lui, la plus grande expérience politique et sociale du XXe siècle. L'Empire est mort. Yeltsin apporte l'espoir d'une nouvelle politique post-Gorbatchev. La fin de l'Union soviétique marque-t-elle aussi la fin de l'idéal communiste? Un idéal qui a enflammé l'imagination du monde entier durant des décennies. Comment expliquer l'effondrement du système communiste et sa dégringolade de puissance mondiale au néant politique? Le système était incapable de se réformer. C'est là le cœur de la question. La faute revient aux expériences précipitées de Gorbatchev. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois que l'idée de créer une société parfaite en allant à l'encontre de la nature humaine est morte. Car l'erreur de base du communisme, c'est qu'il ne comprenait tout simplement pas la nature humaine. Le système soviétique a échoué parce que son idée absurde de l'humanité ne pouvait répondre aux défis de la modernisation par l'industrie et la technologie de l'information. Même les bureaucrates ne croyaient plus dans le système. Les membres du parti étaient de plus en plus cyniques et corrompus et agissaient machinalement, sans force morale. Le président Reagan était au bon endroit au bon moment. Il a trouvé un ours mort et il a dit « je l'ai tué ». Certaines personnes n'auraient jamais dû accéder au pouvoir. Elles n'avaient rien à voir avec l'accomplissement de l'idéal communiste. En tant qu'idéologie, le communisme était émancipateur et en tant que système de gouvernement, répressif. Le mythe de la révolution d'octobre. La prise du palais d'hiver, siège du gouvernement, le 25 octobre 1917, selon le calendrier russe grégorien. Légende et réalité. Sergei Eisenstein, le grand réalisateur, dépeint les événements en puissants tableaux. Dans son film « Octobre », les masses révolutionnaires menées par Lénine envahissent le palais. Leur but ? Déposer le gouvernement corrompu. Mais en réalité, Lénine n'y était pas. Le célèbre film est de la propagande, la vérité est bien différente. Soudain, les bolcheviks, après une révolte que la majeure partie de la population n'avait pas remarquée, la nuit où les ponts et les berges ont été pris d'assaut, se sont retrouvés au pouvoir du jour au lendemain. Le matin suivant le coup d'État, le palais est assiégé par les curieux. Il y a peu de dégâts, quelques fenêtres cassées. Aucun objet d'art n'a été détruit dans le palais d'hiver. Tout ce que contenait la cave à vin l'a été par les gardes rouges, qui ont tout bu. Des vins et des cognacs âgés de 100 ou 200 ans. Tout était brisé. Quelle honte! C'est l'œuvre de quelques centaines de gardes rouges et de marins commandés par Léon Trotsky, qui donne là les premières preuves de ses talents de stratège. Trotsky, qui avait organisé le coup d'État, a dit un jour qu'il aurait suffi d'un régiment discipliné et loyal pour le contrer. Mais qu'un tel régiment n'existait pas. Lénine est le grand vainqueur de la révolution bolchevique d'octobre. Son désir irrépressible de pouvoir lui permet de s'imposer au sein de son parti, puis dans toute la Russie.
Vladimir Ilitch Ulyanov, né en 1870 dans la ville rurale de Simbirsk, est fils d'un inspecteur des écoles. Sa mère, d'ascendance noble, est une démocrate éclairée qui transmet ses idéaux à ses enfants. Vladimir est un écolier doué, brillant et intelligent. Lorsque son frère Alexandre est exécuté en 1887 pour sa participation à un attentat manqué contre le tsar, il choisit la voie révolutionnaire. Quelques années plus tard, il prend le nom de guerre de Lénine. Prenez nos chefs de Lénine à Poutine. Ils viennent tous de la classe ouvrière, de la paysannerie, ou bien sont des travailleurs qui ont fait des études supérieures. Tous, sauf Lénine lui-même, ce qui est capital. Lénine est issu de la noblesse. Il combine donc l'ancien et le moderne. L'attitude de Lénine envers l'autocratie russe différait peu de celle de la faction radicale de la soi-disant intelligentsia révolutionnaire. Pour eux, le régime tsariste était l'incarnation du mal. Le tsar Nicolas II règne sur un empire s'étendant de Varsovie à Vladivostok. Monarque autocrate, il n'obéit qu'à Dieu et à lui-même. Son allié, l'aristocratie qui s'est partagé le pays. Une classe supérieure restreinte, mais immensément riche. La Russie est une société rurale. 80% des 135 millions d'habitants travaillent dans l'agriculture. À l'abolition du servage en 1861, ils deviennent des citoyens libres. Mais ils ne possèdent toujours pas la terre. Comparé aux paysans, il y a peu d'ouvriers, 3 millions. De nombreux agriculteurs fuient la pauvreté de la campagne pour les grandes villes. Dans les quelques usines de Saint-Pétersbourg, Moscou et Minsk, ils peinent pour un salaire de misère, souvent 18 heures par jour. Les gens vivent dans des conditions inhumaines, déracinés, jetés pêle-mêle dans des logements collectifs. Le régime tsariste résiste à toutes les tentatives de démocratisation. Les partis politiques sont interdits jusqu'en 1905 et leurs membres persécutés, arrêtés et emprisonnés. Des milliers sont incarcérés ou bannis. Plus un pays est arriéré, plus il y a de risques qu'il connaisse des actions de protestation violentes. Et plus la pression exercée sur la société par l'État, la police et l'armée est forte, moins il y a de chances que le mouvement socialiste arrive au pouvoir par des moyens démocratiques. C'était la vision d'une civitas sans exploiteurs. Une société totalement égalitaire, où seuls les ouvriers existent et où les exploiteurs sont rabaissés au rang de citoyens de deuxième classe. La société occidentale plus pragmatique a transformé le marxisme et la social-démocratie. La mentalité russe veut appliquer à la lettre tout ce qui est écrit dans le livre. En novembre 1895, Lénine fonde l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. Accusé d'agitation politique, il est banni en Sibérie en 1897. Il y épouse la révolutionnaire Nadejda Krupskaya. Après son bannissement, Lénine quitte la Russie pour l'exil. Brillant théoricien et orateur né, il devient le chef de l'aile radicale des sociodémocrates russes. Sa faction parvenant à gagner un vote du parti de quelques voix, il lui donne le nom de bolcheviky, qui signifie majorité. L'aile démocrate et parlementaire, qui en fait est plus nombreuse, prend le nom de mencheviky ou minorité. Les bolcheviks prônent la dictature sans concession du prolétariat. Le postulat est que l'homme est bon. Par conséquent, contrairement aux croyances conservatrices ou libérales, l'humanité n'a pas besoin de freins et de contrepoids de contrôle. C'est l'erreur de base du communisme et de Lénine, qui a mené au pouvoir sans limite, qui est inhérent au bolchevisme depuis le début.
C'était censé être un parti de révolutionnaires professionnels, un parti à la discipline ferme, centralisé, qui allait jouer le rôle d'avant-garde de la classe ouvrière. Cette conception, qui marquait une rupture totale dans l'histoire du mouvement marxiste, était révolutionnaire. Le principe de base est que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est par une méthode élitiste, scientifique, qu'on peut savoir objectivement ce qui est bon pour le peuple. La subjectivité n'a pas sa place. Été 1914. L'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche brise le fragile équilibre international. La Russie mobilise, l'Allemagne ouvre les hostilités. Pour Lénine, qui vit en exil, le début de la Première Guerre mondiale est une nécessité historique, annonçant la fin imminente du capitalisme. Les rigueurs de la guerre accroissent les tensions politiques et économiques en Russie. Les masses manifestent contre la faim, la guerre, le gouvernement et le tsar. Nicolas II est forcé d'abdiquer après la révolution de février 1917. Un gouvernement provisoire est formé et dans tout le pays apparaissent les soviets, des conseils d'ouvriers et de soldats. Le gouvernement bourgeois parlementaire de Kerensky et les soviets radicaux, opposés par des conceptions irréconciliables, sont incapables de régler les problèmes urgents. Tandis que la guerre fait rage dans presque toute l'Europe, Lénine, exilé à Zurich, formule un programme radical. Il refuse la République parlementaire et dans ses fameuses thèses d'avril, demande l'élimination du gouvernement provisoire et la prise du pouvoir par les soviets. La réaction de ses camarades russes n'est pas enthousiaste. On pensait à l'époque que le long exil de Lénine ne lui permettait pas de saisir parfaitement la réalité russe, qu'il avait même perdu tout contact avec elle. La solidarité de toutes les forces révolutionnaires était à l'ordre du jour. Vous devez vous rappeler que Lénine a pris le train de la révolution en marche. Ce n'est pas lui qui l'avait initié. À l'époque, il vivait en Suisse. Il buvait de la bière et il discutait de l'économie allemande. Lénine comprend qu'il doit retourner en Russie pour prendre la tête du mouvement. Son but ? L'armistice immédiat et une grande réforme agraire. Il cherche le soutien des masses. Le gouvernement impérial allemand lui offre, ainsi qu'à d'autres révolutionnaires, le droit de passage sur son territoire. Les exilés traversent l'Allemagne dans un wagon plombé. Le retour de Lénine à Pétrograd est censé déstabiliser la Russie, ennemie de l'Allemagne. Pour le commandement suprême allemand, la révolution en Russie est l'occasion de gagner la guerre sur le front Est. Avec des slogans accrocheurs, fin de la guerre impérialiste, voler ce qui vous a été volé, Lénine incitait les paysans à confisquer les terres des propriétaires. Ces slogans ont eu un effet énorme sur la paysannerie et sur le prolétariat. Et Lénine s'est adapté à l'humeur des classes inférieures russes. À son arrivée, le 16 avril 1917, Lénine est accueilli avec enthousiasme par ses partisans. Le lendemain, il expose son programme devant une assemblée de l'aile bolchevique du parti. La révolution bourgeoise de février doit être suivie par la révolution socialiste. Pour appliquer sa décision, une rébellion armée doit prendre le pouvoir. En mai 1917, Trotsky rentre en Russie. Lui aussi a été actif dans le mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle. Il a été déporté en Sibérie à cause de ses activités et il a vécu en exil de nombreuses années après s'être enfui. Comme Lénine, il exige le renversement du gouvernement provisoire et prône la révolution mondiale. Il organise la prise du palais d'hiver, fait arrêter le gouvernement provisoire et aide Lénine et les bolcheviks à s'emparer du pouvoir. Ils avaient pris le pouvoir dans un des pays les plus arriérés du monde.
140 millions d'habitants, une société agraire, très peu d'ouvriers et un taux de 80% d'analphabétisme. Le pays était en ruine, détruit par 3 années de guerre. Et les révolutionnaires devaient affronter la contradiction entre leur volonté de construire une société socialiste idéale et la réalité. Tout de suite après la victoire de la Révolution, le nouveau gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple, met en œuvre le programme de Lénine. Il offre aux Allemands un armistice immédiat. Dans l'esprit de la Révolution mondiale, les soldats allemands et russes fraternisent. La réforme agraire est également mise en place promptement. Les soldats paysans voulant rentrer chez eux, l'armée est dissoute. Les grands propriétaires sont chassés sans indemnisation et leurs terres redistribuées aux plus pauvres. Le vieux rêve devient réalité. Des millions de paysans russes possèdent enfin leurs terres. D'un côté, la doctrine marxiste était très importante pour Lénine. Et la doctrine marxiste dit « la terre sera nationalisée ». D'un autre côté, Lénine avait un sens aigu des désirs de la population rurale, au contraire de bien des marxistes dogmatiques, même au sein du parti bolchevique. Et il savait qu'une mesure telle que la nationalisation immédiate des terres rendrait les paysans tellement furieux qu'ils rejetteraient le système. Il voulait donc remettre la question à plus tard. Lénine était intelligent. Il avait compris que la Russie n'était pas un pays industriellement développé comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ou même la Belgique ou la France. C'était un pays agricole, avec une population relativement restreinte d'ouvriers d'usines. On ne pouvait pas baser la révolution sur les seuls ouvriers de Moscou et de Petrograd. Ça a été sa grande contribution à la théorie révolutionnaire. Et son plus grand disciple n'a peut-être pas été Staline, mais Mao. Pour les nouveaux propriétaires terriens, Lénine est un héros. Il croit en un avenir meilleur et célèbre la révolution socialiste. Pour le principal théoricien des sociodémocrates allemands, Karl Kautsky, c'est une tromperie délibérée. Selon Kautsky, ce que Lénine et ses partisans prévoyaient et ont mené à bien en Russie en 1917 n'était pas une révolution prolétarienne, ni la première grande révolution socialiste, mais la dernière révolution bourgeoise. Dans le manifeste communiste, Marx et Engels disent que le programme communiste peut se résumer en une phrase : abolition de la propriété privée. D'après Karl Marx, la propriété privée des moyens de production doit être nationalisée. La société bourgeoise ne peut être vaincue que par la dictature du prolétariat. Aux yeux des socialistes radicaux, Lénine n'est pas marxiste. Plus de 90% des terres arables russes étaient aux mains des paysans au moment de la guerre civile. On pourrait donc dire que c'était un marxiste doctrinaire, mais souple. Plus radicalement, on peut se demander si Marx était marxiste. Isaac Berlin a écrit « Si Marx ressuscitait, il dirait « Surtout, je ne suis pas marxiste ». Pour Lénine, ce n'était pas juste une âpre lutte idéologique. C'était lié également à son profond mépris pour ceux qui croyaient en ses idées. Mais il n'a jamais utilisé de mots durs contre ses adversaires. Non, il était calme et pragmatique. Toute sa haine et son mépris étaient dirigés contre les libéraux et les sociodémocrates, alors qu'ils étaient beaucoup plus proches de lui que ses vrais opposants. Les premières élections libres en Russie ont lieu le 25 novembre 1917. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont le droit de vote. Le Parti social-révolutionnaire remporte le scrutin.
Les bolcheviks n'ont qu'un quart des voix. Lénine sent son pouvoir menacé. En décembre, il fonde la police secrète nationale, la Tchéka. Sous le régime tsariste, les bolcheviks, comme tous les partis de gauche, se battaient pour une assemblée constituante résultant d'élections libres à bulletin secret. Finalement, en novembre 1917, de telles élections ont eu lieu et lorsqu'au début janvier 1918, l'Assemblée constituante s'est réunie, il est devenu évident que 70% de ses membres étaient un parti paysan. Quand les députés de l'Assemblée constituante votent le 18 janvier 1918 contre le transfert de tous les pouvoirs aux soviets, Lénine quitte la salle. Les bolcheviks font en sorte que cette première réunion soit aussi la dernière. Ensuite, sur l'ordre de Lénine, l'Assemblée a été perturbée et dissoute. Le lendemain, Lénine fait verrouiller les portes et arrêter les députés. C'est la fin de la démocratie en Russie. Elle a duré une journée. Après la violente dissolution de l'Assemblée constituante, les bolcheviks ont refusé d'appliquer le principe démocratique de la loi de la majorité. Ce qui signifie qu'ils ne pouvaient gouverner cette majorité qui les rejetait que par la force et un régime totalitaire. La Tchéka s'installe place Loubyanka au centre de Moscou. Le premier chef de la police secrète soviétique est Félix Dzerzhinsky, un intime de Lénine. Sous sa direction, elle devient le principal outil de maintien du pouvoir. La Tchéka, la police secrète, ne combattait pas seulement les ennemis de la révolution, mais surtout les mencheviks et les socio-révolutionnaires, les partisans de la révolution qui n'étaient pas bolcheviks. Lénine n'était pas en faveur de l'abolition des lois. Il disait « La démocratie socialiste, c'est la démocratie bourgeoise sans la bourgeoisie. La culture socialiste, c'est la continuité de la culture bourgeoise sans la bourgeoisie. » etc., etc. L'État socialiste, c'est la continuité de l'État bourgeois sans la bourgeoisie, sans l'exploitation, etc., etc. Lénine et Dzerzhinsky avaient un énorme appareil étatique à leur disposition pour combattre ce qu'ils appelaient l'irrationalité des masses. Les prisons des tsars ne sont pas assez grandes pour contenir tous les prisonniers de la Tchéka. 3 mois seulement après la révolution d'octobre, les dissidents sont envoyés dans des camps de travail. La condamnation de familles entières, l'isolement, la torture et le meurtre sont les moyens utilisés, comme le dit Dzerzhinsky, pour sauver la révolution. C'était une tentative d'adaptation de la réalité à l'utopie. Une utopie déconnectée de la réalité et contre laquelle celle-ci se rebelle. On essaie donc de l'adapter de force. C'est pourquoi je dirais que cette tentative a mené inévitablement à la terreur, car il est impossible de créer un paradis social sur Terre. Si on veut créer le paradis sur Terre, n'est-ce pas justifié? Un peu de terreur par-ci par-là, si c'est pour avoir le paradis. Les bolcheviks appellent fièrement ces procédés criminels la terreur rouge. Dans le célèbre décret sur la terreur rouge, on lit « Dans la situation actuelle, il est nécessaire de sécuriser le territoire par la terreur pour protéger la République des Soviets contre ses ennemis de classe en les isolant dans des camps de concentration. Les personnes appartenant à la garde blanche ou impliquées dans des complots et des révoltes seront fusillées. » Cette glorification de la terreur rouge et ce besoin de la rationaliser viennent à la fois des anciens modes de raisonnement de la Première Guerre mondiale et de l'idée qu'on ne peut mettre en place de meilleures méthodes que par la force.
Les mots terreur socialiste sont une contradiction en eux-mêmes. Ils ont ouvert le chemin à de nombreux procédés mis en pratique plus tard sous Staline. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Et comme on le voit avec le plaidoyer appuyé de Lénine en faveur de la terreur, ça n'a pas commencé avec Staline. Le gouvernement bolchevique est menacé à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. L'armistice avec l'Allemagne mobilise les autres belligérants. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis envoient des troupes en Russie. Dans le sud du pays, les Cosaques se révoltent. Ils s'allient aux anciens régiments tsaristes pour former ce qu'on appelle les armées blanches. Pour la majorité de la population, les paysans et les ouvriers qui rejetaient le bolchevisme, les armées blanches représentaient l'ancien régime. Un ancien régime qui rétablirait le système de classe que les bolcheviks avaient aboli en octobre 1917. Lénine charge Trotsky de fonder une armée rouge de travailleurs et de paysans. Des conflits sanglants déchirent le pays. Des villages sont réduits en cendres, les gens sont tués et le gouvernement assoit son pouvoir par la violence. Les prisonniers sont fusillés. Lénine exhorte l'armée rouge à résister. Au cours de l'été 1918, l'armée rouge bat en retraite. La révolution est en danger. Lénine espère le soutien de l'Allemagne. Il s'était assigné un objectif irréalisable. Nous sommes à la veille de la révolution mondiale. Quel dommage que cela arrive à Moscou. Mais je ne doute pas, disait Trotsky, que dans quelques semaines, nous tiendrons les conférences du Comintern à Berlin, Paris et Londres. Quel optimisme! Ici aussi, aux États-Unis, il y avait des grèves massives dans l'industrie et des émeutes, des problèmes d'ajustement. Les ajustements sociaux et économiques d'après-guerre. Et à l'époque, nos élites redoutaient plus que tout que ces courants révolutionnaires nous atteignent. Les bolcheviks ont pris le pouvoir en Russie dans le but de déclencher une révolution mondiale. Ils pensaient que la Première Guerre, qui avait brisé l'ordre capitaliste existant, était une occasion unique pour les partis prolétaires d'abolir le système capitaliste une bonne fois pour toutes. La vraie victoire de la révolution prolétarienne, selon Lénine, devait être à l'Ouest. Après la défaite, la révolution s'empare de l'Allemagne. Les sociodémocrates se scindent entre les majoritaires du SPD, les indépendants de l'USPD et la Ligue spartakiste qui prend modèle sur la révolution russe. Dans cet enregistrement, le SPD Philipp Scheidemann, premier chancelier élu, raconte les événements. Am 9. November 1918 blich der Reichstag schon in Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich: Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raus und reden. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz.
Eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein. Sie hatten russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein, nein. Nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Pour devancer Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann proclame l'Allemagne République démocratique. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Une lutte fratricide s'ensuit entre les héritiers politiques de Marx et Engels. Tandis que les sociodémocrates de Scheidemann choisissent la voie de la démocratie parlementaire, la gauche radicale se bat pour un système de soviet. Le pouvoir au Conseil ouvrier est le slogan de la Ligue spartakiste, fondée en 1915 par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Je crois que Rosa Luxemburg était une démocrate que je pourrais appeler fondamentaliste. Elle devait rejeter tout ce qui pouvait entraver le développement de la démocratie, car cela conduirait au despotisme. Rosa Luxemburg était, à mon avis, la seule figure révolutionnaire capable de rivaliser avec Lénine. Et peut-être même qu'il l'avait accepté. Née et élevée en Pologne, Rosa Luxemburg vit à Berlin depuis 1899 et est devenue la plus grande personnalité politique de la gauche allemande. En 1918, elle est la cofondatrice du Parti communiste. Elle critique de plus en plus la gauche militante et les grands leaders de la révolution russe. Elle avait également observé que Lénine ne prenait pas de gants avec ses adversaires. Toutefois, je dois dire que malgré sa lucidité du bolchevisme, si on examine ses idées théoriques, et surtout la fameuse phrase « La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement », on se rend compte que ce qu'elle disait et ce qu'elle voulait n'était pas aussi progressiste et pluraliste qu'il le semblait au premier regard. Dans ses écrits, il y a des passages intéressants disant que la majorité décisive ne doit pas toujours être une majorité quantitative. Je vous laisse savourer. Rosa Luxemburg avait donc un sens aigu des questions de pouvoir. Elle était consciente qu'une action minoritaire risquait fort de se terminer en catastrophe. Mais d'un autre côté, elle qui semblait avoir foi dans la spontanéité des masses n'était plus capable d'entraver leur action une fois lancée. C'est ainsi qu'elle justifiait l'insurrection spartakiste, une action qu'elle n'avait pas voulue. Des marins révolutionnaires hissent le drapeau rouge sur la porte de Brandebourg. La Ligue spartakiste croit, comme son grand modèle, Lénine, que le temps de la révolte est venu. Le 5 janvier 1919, elle déclare que le gouvernement provisoire allemand a été déposé. Une guerre civile comme Rosa Luxemburg l'imaginait, si elle avait éclaté en Allemagne, n'y serait pas restée confinée, mais aurait mobilisé les Alliés. Ce qui signifiait la prolongation de la guerre mondiale. Aux yeux des sociodémocrates au pouvoir, c'était irresponsable, la pire des éventualités. Les troupes gouvernementales sont soutenues dans leur combat contre les rebelles par les corps francs, des bataillons de volontaires formés après la dissolution de l'armée impériale. L'insurrection est réprimée dans le sang. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont arrêtés, puis assassinés par des membres des corps francs. Si les champions de la lutte des classes révolutionnaires ne s'étaient pas séparés de l'establishment social-démocrate, et si l'establishment social-démocrate avait adhéré à la doctrine de la lutte des classes et au refus rigoureux de toute coopération avec les partis bourgeois, alors la démocratie parlementaire appelée République de Weimar n'aurait jamais existé.
La faction majoritaire des sociaux-démocrates aurait été incapable de faire ce qu'il fallait pour assurer le progrès de la démocratie en Allemagne, notamment collaborer avec les partis bourgeois modérés. La division du mouvement ouvrier durant la Première Guerre mondiale était la condition préalable et incontournable de la République de Weimar. Le 19 janvier 1919, l'Assemblée constituante est élue à Weimar. Les partis bourgeois remportent le scrutin. L'Allemagne est à présent une démocratie parlementaire et une république fédérale. La révolution selon le modèle russe a échoué. En Russie, la guerre civile fait rage. À mesure que les armées blanches, mal organisées, perdent du terrain, l'armée rouge avance. Léon Trotsky a formé une armée de 5 millions de soldats. Dans son célèbre train blindé, il visite les champs de bataille incertains et renforce la discipline. Les déserteurs sont fusillés immédiatement. Les troupes soviétiques battent les armées blanches et leurs alliés étrangers sur tous les fronts. Le 13 décembre 1919, les Alliés décident de ne plus soutenir les armées blanches. L'armée rouge marche vers la victoire. La guerre civile a des conséquences terribles. Les commissaires du peuple confisquent les vivres pour l'armée. Les paysans se révoltent. Ils ne cultivent plus leurs champs. Et plutôt que de voir leurs réserves volées, ils préfèrent mettre le feu à leurs granges. La Russie connaît la pire famine de son histoire. Plus de 5 millions de personnes meurent. Lénine et ses bolcheviks ont gagné la guerre civile. L'épreuve de force s'achève. Et la Russie est le seul pays où la révolution communiste l'a emporté. Tous les autres communistes étaient dans des petits partis, peu nombreux, et de temps en temps, ils se révoltaient. Entre 1919 et 1924, il y a eu une quarantaine de rébellions, toutes réprimées. Mais les Russes, ils avaient réussi. Au tout début, il y avait une réelle volonté de laisser les communistes russes prendre la tête. En juillet 1920, le deuxième congrès de l'Internationale communiste a lieu à Moscou. La révolution mondiale ne peut réussir, déclare Lénine, que si la politique et l'action de tous les partis communistes sont contrôlées de façon centralisée depuis Moscou. À cet égard, le Parti communiste de Russie, comme il s'appelle à présent, est généreux. C'était un secret de Polichinelle qu'il y avait très peu de partis communistes ayant assez d'argent pour financer indépendamment leurs activités. Tout était fait par Moscou, par les instructeurs qui venaient distribuer de l'argent pour qu'il soit investi dans les meilleurs intérêts du Comintern et du gouvernement soviétique. Tous les fonctionnaires savaient qu'ils étaient payés par Moscou. Une campagne de propagande massive tente de gagner le peuple au communisme. Des travailleurs du parti sillonnent le pays dans des trains spéciaux pour apprendre aux gens à lire et à écrire. Ils en profitent pour prôner leurs idées. Après l'oppression et l'exploitation du passé, le prolétariat va prendre les commandes. Dans les usines, les ouvriers décideront. Le système du profit sera aboli. Des logements, des hôpitaux et des écoles seront construits. Désormais, tout sera fait pour le peuple. Et les communistes vont paver la voie vers cet avenir glorieux. L'État prenait systématiquement en charge l'éducation et à grande échelle sur la base d'idéaux humanistes élevés. Il ne faut pas oublier que le niveau de développement de notre société et de notre État n'était pas très haut à l'époque, si je puis dire. Nous commencions tout juste à nous émanciper des ténèbres, de l'absence de loi et de l'illettrisme qui était l'héritage de la Russie tsariste. 76% de la population était analphabète.
Au début des années 1940, nous avions atteint un taux d'alphabétisation de près de 100%. Nous avons apporté la culture et le savoir au peuple. Élevé son niveau intellectuel, pas seulement à quelques-uns, mais à tout le monde. En même temps, bien sûr, il y avait un aspect intimidation de ceux qui croyaient encore dans l'ancien système et qui avaient une conception différente du pouvoir de l'État. Confiants en la méthode qui leur a fait gagner la guerre civile, les bolcheviks veulent reconstruire le pays. C'est un système connu sous le nom de communisme de guerre, basé sur les réquisitions chez les paysans, la nationalisation et le travail forcé ou militarisation du travail, comme l'appelle Trotsky. Mais il y a des résistances dans tout le pays. Le système de guerre communiste, la réalité russe, a été forcé de s'adapter à la doctrine par la terreur sans limite. La tentative a échoué, en particulier parce que la majorité de la population, une fois la guerre civile gagnée, ne pouvait plus supporter le règne de la terreur bolchevique. En janvier 1921, les ouvriers de Pétrograd se mettent en grève. Le gouvernement répond par la loi martiale et des arrestations de masse arbitraires. Le 28 février 1921, 16 000 marins rejoignent les ouvriers. Ils en appellent au peuple. L'heure est venue de renverser les commissaires autocrates. Tout le pouvoir aux soviets, aucun pouvoir au parti. Les grévistes demandent la fin de l'oppression, de la terreur et des arrestations. Ils exigent le rétablissement des libertés gagnées par la Révolution, ainsi que des élections libres à bulletin secret, la liberté de parole et le pluralisme des partis. Les marins de Kronstadt étaient les avocats les plus ardents de la Révolution. Ils étaient toujours cités en exemple par la direction bolchevique comme le bastion de la Révolution. Mais les marins se sont détournés de la direction autocratique qui écrasait les pulsions et les structures démocratiques. Le 7 mars, sur l'ordre de Lénine, l'armée rouge avance sur la Baltique gelée pour attaquer. Au bout de 11 jours d'âpres batailles, l'insurrection des marins est brutalement réprimée. L'écrasement de la rébellion des marins de Kronstadt a révélé la vraie nature du régime bolchevique. Car ils luttaient contre la dictature bolchevique au nom de la démocratie des soviets. La première perte d'innocence, le premier péché mortel politique, a été sans aucun doute la répression de la révolte de Kronstadt. Car ils s'en prenaient à leur propre peuple, aux jeunes soldats qui avaient soutenu la révolution, mais qui à présent ne leur servaient plus à rien. Lorsqu'on est capable de ça, on est également capable d'autre chose, comme c'est devenu évident plus tard. Trotsky contemple le défilé célébrant la victoire sur les marins de Kronstadt. Beaucoup se sont enfuis en Finlande, mais ceux qui sont tombés aux mains des bolcheviks sont les victimes d'une vengeance sans pitié. Lors des premiers procès spectacles de la jeune République soviétique, des milliers d'hommes sont condamnés à mort ou à de longues peines de prison. L'introduction forcée du communisme a échoué. L'incapacité à répondre aux besoins de la population, la famine dans tout le pays et l'insurrection de Kronstadt sont les signes évidents de la crise. Lénine doit changer de cap. Tout comme sa redistribution de la terre en 1917 violait les principes marxistes, il s'apprête à opérer un revirement économique sur des bases nettement capitalistes. Il croyait en la pure théorie scientifique marxiste, qui était en réalité une utopie. Mais seulement jusqu'en 1921. En 1921, Lénine a renversé la politique soviétique et il a permis la NEP, la nouvelle économie politique, la propriété privée. Il a dit aux citoyens de suivre et il a rencontré une forte opposition parmi ses partisans, chez Trotsky et Staline entre autres. Cela légitimait l'économie de marché et la propriété privée, qui étaient les bêtes noires des marxistes orthodoxes. Pour cette raison, de nombreux fonctionnaires et idéalistes soviétiques
trouvaient que la nouvelle économie politique était un terrible retour en arrière. Lénine tente de sauver l'économie du pays lors de la 10e conférence du parti. Sa nouvelle politique économique, la NEP, est extrêmement controversée. Même ses plus proches alliés l'accueillent par des railleries cinglantes. Après des débats houleux, Lénine parvient à faire passer une résolution gouvernementale. À l'intérieur du parti, les factions dissidentes ne seront plus tolérées. Opposition signifie exclusion. À présent, la dictature commence au sein du parti lui-même. L'économie russe se remet. L'optimisme est dans l'air. Pêcheurs et fermiers vendent leurs produits sur la place du marché. L'argent sert à acheter des biens et devient une motivation pour travailler. À l'apogée de la NEP, le niveau de vie de l'Union soviétique et de la Russie elle-même a atteint un record historique. La bourse et les banques rouvrent leurs portes. Un nouveau rouble est frappé. Lénine va même jusqu'à inviter les capitalistes occidentaux à investir en Russie pour aider le pays à réduire son déficit. Nous devons accorder des concessions à la bourgeoisie et au capital étranger, dit-il lors de la 3e internationale communiste. Mais de nombreux camarades sont convaincus que la nouvelle économie trahit les principes de base de la révolution. Et quelle a été la réaction de Staline à ces propositions ? Qu'elles étaient le produit d'un esprit malade. Gorbatchev, lorsqu'il était fonctionnaire du parti, a suggéré que le décret de Lénine, qui avait été publié dans la Pravda, aurait dû ressortir dans une édition spéciale destinée au seul Lénine, car personne d'autre n'avait besoin de le connaître. En mai 1922, la santé de Lénine se détériore gravement. Il subit sa première attaque. 2 autres vont suivre. Il se retire des activités gouvernementales. À partir de ce moment, il réside dans une propriété campagnarde près de la ville de Gorky. Léon Trotsky semble le successeur incontesté de Lénine. C'est un intellectuel doté de plus de charisme que tout autre leader bolchevique et un commissaire du peuple victorieux à la guerre. Toutefois, Lénine est encore en vie et son successeur n'est toujours pas choisi. Et Trotsky a un concurrent de taille, Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste. Lénine était un génie de la théorie pratique, tandis que Staline était un génie de la pratique théorique. Mais Staline était aussi un maître du crime. Il comprenait le rôle de l'information. Marx, Engels, Lénine et Staline sont dans le même lot. Leurs enseignements ont eu une importance historique, mais pas parce qu'ils sont éternellement valables ou pour toutes les époques, uniquement pour cette période de l'histoire. Lénine n'avait pas son pareil pour découvrir les secrets de ses ennemis politiques afin de les détruire. Mais on pourrait dire que Staline a fait de ce concept une industrie. La différence entre Lénine et ses partisans, c'est qu'au bout de 4 ans, Lénine a compris que ça suffisait, que ça ne marchait pas. Ensuite, je pense qu'il n'était plus un marxiste. Il est devenu un homme d'État et le chef politique de la Russie. Comme la majorité des gens qui réfléchissaient en Union soviétique, je croyais que tout irait bien tant que Lénine était vivant. La grande catastrophe n'a soi-disant eu lieu qu'après sa mort. Je suis plus généreux à l'égard de Lénine que la plupart des gens de nos jours. La tendance veut qu'on tente de le déconsidérer au même titre que Staline. Je trouve ça parfaitement injuste d'un point de vue historique. Lénine a agi dans la tourmente de la Révolution et de la guerre civile. Sous Lénine, le Parti communiste dominait toutes les autres organisations.
alle anderen Organisationen anzuleiten. Die Tchéka, La Tchéka, accompagnée de nombreux autres outils de dictature, a servi de fondation sur lesquelles Staline a construit. Il est important de comprendre que le germe du stalinisme est inhérent au léninisme. Avec un chef différent, les événements auraient pu prendre un autre cours, mais pas un cours qui aurait mené au communisme démocratique. Il me semble que c'est, comme le dit si bien Leszek Kolakowski, comme faire frire des boules de neige. Lénine n'aurait certainement pas approuvé ce qui s'est passé ensuite. Et sans aucun doute, il y a eu des discussions secrètes à ce sujet à l'époque soviétique. S'il avait été vivant, il aurait été condamné au cours d'un des procès-spectacles qui ont eu lieu entre 1936 et 1938. Lénine meurt le 21 janvier 1924. Le pays tout entier le pleure. Staline organise les obsèques. Il télégraphie à Trotsky une fausse date pour l'empêcher d'assister à la cérémonie. Dans son testament politique, Lénine a tenté d'écarter l'ambitieux Staline, mais il est déjà trop tard. En 2 ans à la tête du parti, il chasse 16 000 fonctionnaires. Un nouveau chapitre sanglant de l'histoire russe débute.